Dans l'actualité ce soir, espoir et inquiétude chez les producteurs de la province du Ziro quant à l'installation de la campagne agricole humide. Intrants et autres semences améliorées se font toujours attendre de l'avis des producteurs que vous entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, Journée mondiale de l'albinisme, ce 13 juin, les personnes atteintes d'albinisme sont encore victimes de nombreuses formes de discrimination dans le monde et au Burkina Faso. Les défis sont donc que les albinos s'acceptent en tant que personnes albinos, mais aussi pour les autres en tant que personnes vivant avec ce handicap ayant des besoins spécifiques nécessitant une attention particulière, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, en football, la sélection burkinabé de football n'a pas créé la surprise hier au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les étalons se sont inclinés devant la sélection marocaine de football par 0 but contre 1 pour le Maroc. C'est une confrontation pour préparer les éliminatoires africaines au Mondial Qatar 2022. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président français Emmanuel Macron a annoncé le jeudi 10 juin dernier la transformation du dispositif actuel après 8 temps de présence française au Barkhane, plutôt au Sahel. Une transformation qui appelle à plus de responsabilités des Sahéliens à s'occuper de leur sécurité et à mieux s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Jean-Emmanuel Ouedraogo nous analyse ici ce qui peut paraître comme un retrait des troupes françaises au Sahel. Le compte à rebours est enclenché pour la fin de l'opération Barkhane. Le président français Emmanuel Macron a tranché ce jeudi 10 juin la fin annoncée d'une opération lancée en août 2014 à la suite de Épervier et de Serval avec pour but de briser les groupes terroristes qui écument et endeuillent toute la région du Sahel. Une annonce qui a surpris plus d'un, mais qui, à l'analyse, résulte de deux choses. D'abord, un constat, Barkhane, 8 ans après son lancement, a fini de montrer ses limites. Il faut avoir le courage de le dire. C'est un constat d'échec car les groupes terroristes se portent toujours bien et ont gardé toute leur capacité de nuisance. Ensuite, l'agacement du président français qui dénonce sans détour ce qu'il appelle le manque de responsabilité de certains États, mais aussi un manque d'entrain à réinvestir les zones reconquises en y ramenant l'administration et la présence de l'État. À tout cela s'ajoute la goutte d'eau de trop, un profond désaccord avec les chefs d'État de la sous-région dans la gestion de la crise politique au Mali. Macron ne digère pas ce qu'il considère comme une forme d'acceptation du second coup d'État du colonel Assimi Goïta. Mais Barkhane plie-t-elle bagage pour autant ? Passer l'annonce, place aux explications et aux services après-vente. La fin de Barkhane ne signifie pas un désengagement de la France du Sahel, un engagement qui évolue plutôt, qui mute et qui devrait avoir un visage plus européen, plus international. C'est en tout cas la vision de la France. Dans quel délai et avec quel contour exact? Des questions qui attendent encore réponse. Mais quoi qu'il en soit, cette décision impose deux évidences. La guerre contre le terrorisme est avant tout celle des pays du Sahel. Chacun de ces pays individuellement doit plus que jamais s'assumer et se donner les moyens, tous les moyens de défendre et d'imposer sa souveraineté face à la horde des forces du mal et protéger ainsi ses pauvres citoyens. Une responsabilité individuelle, mais aussi collective, car cette guerre est aussi celle de tous les pays africains, en particulier et en premier lieu ceux des pays de la sous-région. Le président ghanéen, venu apporter à Ouagadougou le soutien et la compassion de ses pairs de la CEDEAO au Burkina, suite au massacre de Solha, a réaffirmé cette nécessité d'un engagement commun. Mais là aussi, c'est maintenant ou jamais. Les pays de la sous-région doivent arrêter de faire l'autruche et aller au-delà des discours pour un engagement franc. Le dicton est connu, quand la case du voisin brûle, la sagesse et le bon sens recommandent de courir avec sa part d'eau pour circonscrire le sinistre. C'est un soutien aux voisins certes, mais aussi la seule façon de se prémunir de toute propagation des flammes. Les dernières attaques en terre ivoirienne ont fini de convaincre sur les risques réels de métastase. La fin ou la mutation de Barkhane ne doit donc susciter ni inquiétude ni réprobation. Trêve de bavardage, elle doit juste
ouvrir une autre page de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, mais aussi sonner enfin le sursaut, celui de pays jaloux de leur souveraineté et dont la jeunesse est de plus en plus hostile à toute ingérence d'où qu'elle vienne. Merci à vous, Jean-Emmanuel Ouedraogo. En plus de la France, d'autres partenaires comme l'Union européenne sont engagés dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. D'ailleurs, un haut représentant gère cette question au sein de l'espace communautaire européen. Il s'agit d'Angel Losada, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, quitte ses fonctions dans un contexte de regain des attaques terroristes et d'instabilité politique. Mais son passage aura été une attitude de pragmatisme pour faire face à la situation. Il vient d'être décoré par le Burkina Faso. Alidou Badini, Sékou Zongo. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons... Angel Losada Fernandez, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, fait ici officier de l'ordre de l'étalon au nom du président du Faso. Par cet acte, c'est toute la nation burkinabé qui est reconnaissante aux efforts de l'Union européenne et précisément de son intermédiaire au profit du Sahel et spécifiquement du Burkina Faso. L'Union européenne a été le premier partenaire à donner de la légitimité au G5 Sahel et à sa force conjointe. Et nous ne pouvons pas oublier donc ces efforts qui ont été faits par celui qui était donc la passerelle entre nous et cette grande institution, à savoir notre cher ami Angel Losada, qui connaît bien le Sahel, qui était à nos côtés. Vous savez, les médailles, on les met toujours à côté du cœur. C'est là le côté où on les met. Elles représentent l'amour, la passion que j'ai pour le Sahel, et en ce cas aujourd'hui en tout cas très spécialement pour le Burkina. Elles démontrent comment le travail uni, le travail entre nous peut porter ses fruits. Je suis terriblement reconnaissant, énormément reconnaissant à son Excellence le Président de la République, énormément reconnaissant au ministre des Affaires étrangères. En fin de mission, Angel Losada Fernandez, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, dit garder le Sahel et le Burkina Faso dans son cœur. Toujours en signe de reconnaissance, le chef de la diplomatie burkinabé lui offre un baobab en bronze, en signe de la solidité et de la longévité des relations entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Un déjeuner lui a été offert par la même occasion. Toujours en diplomatie, le ministre délégué chargé de l'intégration à l'écoute des communautés vivant dans les régions des Hauts-Bassins, Maxime Koné, a échangé ce 12 juin à Bobo-Dioulasso donc avec les représentants des communautés étrangères vivant dans cette région. Les représentants de ces communautés étrangères sont revenus sur leurs préoccupations, notamment la méconnaissance des procédures de naturalisation, le manque de moyens financiers pour soutenir et l'obtention de sièges au profit de la coordination de ces communautés. Le point avec Adourou Menki. Le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur à la rencontre des communautés vivant dans les Hauts-Bassins. Un cadre d'échange qui se veut une passerelle d'écoute et de partage d'informations pour une intégration réussie des communautés. Il était aussi tout à fait normal que nous, en tant que responsables de ces questions, on puisse venir les écouter pour aussi les amener à comprendre leurs droits et devoirs et aussi à être des acteurs de cohésion sociale là où ils sont. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les différentes communautés vivant dans les Hauts-Bassins. Une aubaine pour elles d'exposer leurs préoccupations. Beaucoup de difficultés. Par exemple, le déplacement des personnes et des biens vers les frontières. En tout cas, ça nous a fait beaucoup plaisir qu'ils soient là parmi nous ce matin-là. La rencontre de Bobo-Dioulasso se tient après celle de Ouagadougou avec un seul et même objectif, la promotion de l'intégration des peuples africains. À ce jour, l'on dénombre 14 communautés étrangères vivant dans les Hauts-Bassins.
Dans l'actualité ce soir, la campagne agricole humide s'installe progressivement dans le pays. Dans la province du Ziro, au moins 6 pluies ont été enregistrées, ce qui a permis de démarrer les préparations des champs et procéder certainement au semis. Mais les producteurs plutôt dans cette partie du Burkina se plaignent de la non-disponibilité des intrants. Ils sont toujours en attente, constat avec Bernard Kombelem et Olopoda. Les pluies tombées ces dernières semaines sont jugées favorables par les producteurs de la province du Ziro pour entamer la campagne agricole. Approvisionnement des champs en fumure organique, labour et ensemencement des superficies emblavées. Ici, la campagne humide 2021-2022 semble avoir bien démarré. Nous sommes dans la dynamique du mot d'ordre du président du Faso, une dynamique qui consiste à produire 1 million de tonnes de riz. Et dès les premières pluies, nous sommes dans les labours. Nous exploitons 14 hectares cette année. Au fur et à mesure que je laboure, les femmes sèment le mil. Par rapport à l'année dernière, je peux dire que les pluies sont en retard. Les choses se mettent en place peu à peu dans le Ziro, même si le constat fait ressortir un léger retard par rapport à l'année précédente. Pour le niveau de pluviométrie, les techniciens de l'agriculture déclarent à la date du 12 juin 6 bonnes pluies mais mal réparties. Si je compare certains villages, l'année passée à pareil moment on avait déjà la levée. Mais tout compte fait, on ne croit pas que le retard n'est pas très consommé. Dans cette zone-là, il y a les pluies, mais on n'a pas encore enregistré une très bonne pluie utile pour pouvoir travailler. Depuis le début de la campagne jusqu'à la première décade du mois de juin, ça varie entre 110 mm d'eau et 150 mm d'eau au niveau des 3 stations qui sont suivies au niveau de la province du Ziro. Quelle appréciation on peut faire? C'est à peu près la même chose que l'année passée, sauf au niveau de la commune de Sapio, on a un déficit de plus de 50 mm d'eau tombée. Dans le Ziro, l'agriculture a un énorme potentiel et offre l'opportunité à des entrepreneurs agricoles de développer des initiatives nouvelles visant une productivité plus durable dans un contexte de rareté des pluies. Vu que la pluviométrie est capricieuse, il faut tout faire en un temps record. Il n'y a que la mécanisation pour cela. Voilà, c'est incontournable. La plupart des spéculations ont une durée qui tourne autour de 90 jours. Si au 1er juillet, vous avez déjà arrêté les semences, juillet, août, septembre, logiquement, on a la forte chance d'avoir la pluie jusqu'en septembre. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne n'entende pas une bonne récolte. Il faut profiter de la clémence du ciel pour entamer une bonne campagne agricole. C'est le sentiment affiché par ces producteurs qui s'inquiètent de la non-disponibilité des semences ou si elles sont disponibles à certains endroits, c'est en quantité insuffisante. Je n'ai pas encore reçu les intrants venant des services techniques de l'agriculture, mais il y a des semences sur le marché. Nous souhaitons que l'État nous approvisionne en semences et en engrais. Nous n'avons pas eu suffisamment d'engrais pour nos exploitations. Les choses sont en train de se mettre en place, ce qui concerne l'arrivée des intrants et semences, engrais. Les choses se mettent en place tout doucement. Les paysans de la province du Ziro sont toutefois plongés dans les travaux champêtres avec l'espoir de recevoir dans les jours qui vont suivre des intrants et surtout des précipitations pour réussir la campagne agricole en cours. Les Burkinabés sont nourris à partir des produits agricoles, mais pas seulement. Il faut aussi compter sur d'autres secteurs comme la pisciculture. Et le poisson local, bien que très prisé dans le pays, est parfois rare. D'où l'intérêt de produire localement le poisson. Mais il manque les alevins et l'aliment poisson. Un projet veut inverser la tendance. C'est le projet pisciculture pour l'emploi et la sécurité alimentaire. Il vient d'être lancé ce 11 juin et va être implémenté dans 4 régions du Burkina Faso. C'est l'ONG ICO Coopération qui implémente ce projet sur le terrain. Alidou Sawadgo pour les détails. 11 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par ICO Coopération pour promouvoir la pisciculture dans 4 régions du Burkina.
C'est à travers la mise en œuvre du projet PESA, Pisciculture pour l'emploi et la sécurité alimentaire. L'ONG ICO Cooperation s'engage ainsi pour le développement du capital humain et la promotion de l'auto-emploi des jeunes et des femmes. Nous avons vu que surtout la pisciculture, c'est un peu sous-développé dans les pays du Sahel. Donc, il y a grand intérêt pour le poisson produit localement, mais il manque l'accès aux alevins et à l'aliment poisson. Donc, nous pensons de développer toute cette chaîne, aussi la commercialisation. Aujourd'hui, la production de poissons local est de 30 000 tonnes, contre une importation d'à peu près 147 000 tonnes. Donc, il y a quelque chose à faire. Mais nous voulons le faire de façon entrepreneuriale, pour que même si le projet n'est pas là demain, les gens continuent à produire de façon rentable. Un volet aussi important de ce projet-là, c'est de prendre en compte la pisciculture collective, permettre aux familles, comme vous et nous, de produire du poisson, même étant chez eux. La mise en œuvre du projet PESA, aussi appelé Faso Guégué, est financée par le Royaume des Pays-Bas. C'est l'un des projets majeurs du ministère en charge des ressources animales et halieutiques. C'est un projet qui est multi-acteur et multisectoriel, qui prend en compte toute la chaîne de valeur de la pisciculture et qui va employer au cours des années de mise en œuvre plus de 3000 personnes. Faso Guégué est lancé pour une durée de 6 ans. Le projet a pour vision la création de 3000 entreprises, 5000 emplois et 1200 tonnes de poissons frais par an. La semaine dernière, nous vous présentions un jeune entrepreneur qui s'est investi dans l'élevage, notamment la production de la volaille, des aliments bétail pour la volaille et la fabrication de couveuses. Il a créé l'entreprise Mira Élevage, qui est également un centre de formation. Ce week-end, l'entreprise Mira Élevage vient d'inaugurer son unité de production en présence de Ali Doubadini et de Christine Koulibaly. Mira Élevage prend ses quartiers ici à Karpala. Ici, le jeune entrepreneur Kadre Savadogo, qui fait dans l'agro-business, laisse découvrir et apprécier un pan de son savoir-faire, notamment dans l'aviculture. Un secteur qui a contribué à révolutionner au Burkina Faso en 5 ans, de la production à la transformation, en passant par la formation. Nous avons commencé avec la fabrication des couveuses. Dès lors, on a constaté que les éleveurs avaient des difficultés, surtout côté technique. Donc nous avons intégré le volet technique. D'un investissement de 100 000 francs CFA en 2016, Kadre Savadogo est aujourd'hui à un investissement de 200 millions de francs CFA sans aucun financement d'institution quelconque. C'est un message que nous sommes venus donner à travers M. Savadogo Kadre, qui est un modèle de réussite, un modèle en termes d'entrepreneuriat, pour que nous invitons les jeunes à s'y donner à l'élevage, à la production animale. C'est le 3e produit d'exportation après l'or et le coton. On a beaucoup impressionné par ce qu'il fait comme formation, former les jeunes qui n'ont pas besoin d'aller cesser, master, quoi, et qui réussissent en rien de temps. Au Burkina, l'agriculture moderne, l'élevage moderne nous suffit. Cette cérémonie d'inauguration de ces locaux est couplée du lancement officiel des activités de son école de formation. Une école dite du futur qui va allier enseignement général et formation au métier. Il faut produire, mais il faut également que cette production soit accessible. La province des Banwa, dans la région de la boucle du Mougoun, est une zone de forte production agricole. L'écoulement des céréales et du coton reste problématique au regard de la dégradation très avancée des voies d'accès à la province. Plusieurs chantiers d'aménagement et ou de réhabilitation de routes et pistes rurales sont en cours, mais les populations pointent du doigt la lenteur des travaux. En ce début de saison pluvieuse, les activités économiques en payent le lourd tribut. Pourquoi donc cette situation? On essaie de comprendre avec Dramanso. Ce début de saison des pluies révèle l'état des routes dans la province des Banwa. Sur ce tronçon qui relie Solenzo à Kundungu, le véhicule de Ouattara Zoumana est mis à rude épreuve. L'état de la route endommage la coque de mon véhicule. On est obligé de remplacer fréquemment les lames et les amortisseurs. Il n'y a pas de passage, surtout en temps de pluie.
Zoumana peut cependant s'estimer heureux. D'autres moins chanceux sont en panne leur véhicule sur le bas-côté de la route. Les usagers accusent l'état du réseau routier des Banwa. Il y a des voies qui sont réhabilitées, mais nous constatons que les lames des véhicules se cassent. Ce sont les pannes les plus fréquentes. La Direction régionale des infrastructures routières de la boucle du Moun effectue régulièrement des visites sur les chantiers d'entretien et de construction de routes. Pour elle, la nature des sols ici n'arrange pas les choses. Donc nous avons la proximité du fleuve, nous avons un relief de plaine, nous avons un sol argileux et en plus de ça, nous avons aussi le trafic. Donc tous ces phénomènes combinés concourent à la dégradation rapide des chaussées. L'axe dont l'état de dégradation inquiète les Banwalais est celui reliant Dédougou, Solenzo et Koundungu, l'artère principale des Banwa. Pour pouvoir rejoindre la régionale Dédougou, c'est tout un problème. Tu quittes Dédougou à partir de Kouadougou, avec quelques 2 ou 3 pluies, seulement ça devient grave. Souvent même les transporteurs sont obligés de passer par Nouna et faire le contour pour pouvoir revenir à Solenzo ici. Ça fait que le prix même du transport a augmenté. La province des Banwa est une zone de forte production de céréales et de coton. Mais là également, le développement du secteur se heurte au manque de routes. Difficile d'écouler les énormes quantités produites. Nos clients refusent de venir quand il y a des stocks de céréales. C'est à cause de l'état des routes. Même nous, qui avons nos propres véhicules, au bout du compte, ce sont des pertes. Les véhicules tombent, se cassent. La difficulté dans le commerce des céréales, c'est l'état des routes. Parmi les motifs d'espoir pour les populations, ce chantier de bitumage de 75 km de route qui relie Solenzo à Koundungu, un chantier au stade de la pose des fondations. Les travaux avancent doucement, mais les mesures fortes sont en train d'être prises aussi à l'administration pour que l'administration continue à donner le meilleur de lui-même afin que le projet là soit vraiment une réalité. Elles sont 4 entreprises à la tâche pour l'aménagement et l'entretien du réseau routier des Banwa. Et les résultats sont visibles par endroits. Nous avons donc celle-là, la section de la route régionale 24 Sanaba-Nouna, qui fait environ une quarantaine de kilomètres. Elle a été entretenue et réceptionnée. Nous avons aussi celle qui est derrière moi, donc la piste rurale Sanaba-Lekui. À partir de Sanaba, nous pouvons rejoindre Dédougou par 2 voies. Les entreprises en charge des travaux et les autorités invitent les populations à la patience et au respect des consignes de sécurité sur les chantiers en cours. L'actualité à la une ce soir, ce 13 juin, le Burkina Faso et la communauté internationale commémorent la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Une occasion pour lutter contre les préjugés et les discriminations. Dans le pays, c'est à Banfoura que l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos s'est retrouvée pour célébrer la journée. Une journée au cours de laquelle le président de cette association a invité les personnes albinos à travailler, à être fortes pour leur inclusion sociale. Il a aussi plaidé pour une prise en charge des besoins spécifiques de ces personnes. Karim Sissé. Fort face à tout. C'est le thème de la commémoration de la 7e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Un thème qui invite les personnes atteintes de l'albinisme à puiser au fond d'elles-mêmes l'énergie nécessaire pour faire face aux adversités auxquelles elles sont quotidiennement confrontées. Rarement l'acuité visuelle de la personne albinos atteint 3/10. Il y a également les problèmes de santé cutanée. Le cancer de la peau fait lésion dans le monde des personnes atteintes d'albinisme. Il faut donc que les différentes autorités en charge des questions sanitaires nous aident donc à prendre en charge totalement les lésions précancéreuses et les cancers de peau des personnes atteintes d'albinisme. Il faut aussi noter la question d'éducation et du fait que l'enfant albinos a une vision faible. Donc cette situation de malvoyance réduit considérablement donc ses rendements à l'école. Et pour aider les personnes atteintes de l'albinisme à être fortes, du matériel médico-technique est offert au service ophtalmologique du centre hospitalier de Banfoura
afin de faciliter leur prise en charge. Des crèmes solaires et des chapeaux sont aussi offerts aux personnes albinos, question de se protéger du soleil. L'inclusion aussi, c'est prendre en compte justement ces personnes qui ont des difficultés particulières pour pouvoir adapter un système éducatif, un système de soins particulier pour prendre en compte justement leurs préoccupations. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est commémorée le 13 juin de chaque année. Et cette année, c'est la ville de Banfora qui abrite la cérémonie commémorative. Et à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme ce dimanche, nous sommes allés à la rencontre de Moussa Yé, président d'une association de protection d'albinos. Pour lui, le regard de la société burkinabé est de moins en moins discriminant, mais quelques défis restent encore. Gérard Sommet, Vincent Tiendrebego. Moussa Yé, ingénieur en qualité, hygiène, sécurité et environnement, est un défenseur des droits des personnes albinos. Il dirige l'association pour la promotion et la protection des albinos, en abrégé APA, qu'il a créé avec des camarades. Les gens sont toujours ce regard méfiant là, mais je pense que dans les années à venir, je pense que ça pourra peut-être s'améliorer. Mais quand tu te dis que les gens ont compris, les gens t'ont adopté, c'est là que vraiment surgit un jour, par exemple, où quelqu'un d'autre, comme c'est une personne, va venir te stigmatiser et puis toi-même tu vas rien comprendre. Voilà, mais je pense que ça s'est vraiment amélioré. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, ce jour 13 juin, Moussa et ses camarades donnent de la voix et attirent l'attention sur un problème qui les touche, à savoir le cancer de la peau. C'est vraiment la prise en compte pour les soins dermatologiques. On veut zéro cancer de peau en fait, pour les personnes albinos vivant au Burkina. Donc c'est sur cette base-là qu'on se bat. Et je pense que hier et vendredi et 11, nous sommes partis remettre un plaidoyer au ministre de la Santé qui nous a réussi, qui nous a dit vraiment qu'il est avec nous, qui nous a rassurés et quant à la prise en charge, même si ne serait-ce que comme c'est primaire et de cette pathologie-là au fait. Autre défi pour les personnes albinos, c'est l'insertion socio-professionnelle. Déjà entrepreneur avec son bureau international de conseil en QHSE, Moussa Yé souhaite plus de mesures favorables pour l'emploi et l'auto-emploi des albinos. Dans le journal également, on évoque ce projet de renforcement de la structuration des capacités du SPONG pour un meilleur contrôle de l'action publique au Burkina Faso. Il vise à contribuer au renforcement du contrôle citoyen de l'exécutif dans le pays. Les parties prenantes et les partenaires du projet avec Bernard Kombelem et Sekou Zongo. Pour un meilleur contrôle de l'action publique au Burkina Faso, le projet de renforcement de la structuration et des capacités du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, SPONG, est ici officiellement lancé. Le PRESCAP est ainsi un outil dont son opérationnalisation devrait contribuer à dynamiser les actions de l'administration publique. C'est de mieux structurer nos membres au niveau régional, de renforcer les capacités des membres à pouvoir à mieux influencer donc, le dialogue à travers les cadres sectoriels de dialogue et également de pouvoir renforcer les membres et le SPONG pour mieux influencer et mieux exercer la redevabilité de l'action publique. C'est extrêmement important que la société civile joue son rôle pour aussi renforcer la transparence de la gestion des finances publiques. Le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, c'est plus de 250 ONG nationales et internationales, ainsi que des associations de développement intervenant au Burkina Faso.
30 mois, c'est la durée du projet de renforcement de la structuration et des capacités du SPONG. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 330 millions de francs CFA. De son côté, l'association Action solidaire pour le développement fait le bilan de son action menée à travers le projet Appui au développement local au service de l'éducation. Face aux partenaires techniques et financiers ainsi que les enseignants bénéficiaires du projet, l'association dresse un bilan positif des 2 années d'exécution. Bernard Kambelem, Caroline Ouari. La satisfaction se lit dans les discours. Les 2 années de mise en œuvre du projet auront produit des résultats. Il était question de former des enseignants et encadreurs sur des thématiques en lien avec l'éducation inclusive. C'est un projet qui doit contribuer à changer, d'abord les façons de faire l'approche au niveau des enseignants, pour qu'ils se donnent une autre vision d'une éducation inclusive qui transforme. Et 2, il fallait voir maintenant qu'est-ce que ça a pu entraîner comme effet, comme changement de comportement au niveau des enfants. Et là, nous sommes satisfaits parce qu'on a ici tout un ensemble de vidéos qui montrent des enfants qui parlent de la paix, qui parlent de la cohésion sociale, qui parlent des changements à apporter au niveau de l'école et au niveau des familles et qui interpellent même leurs parents. L'action de l'association est appréciée comme correspondant au cadre de la politique nationale d'éducation. Assurer une éducation de qualité à tous les enfants du Burkina est l'une des orientations stratégiques du département de l'éducation. Ils sont venus compléter ce que l'État fait à travers nos structures classiques. C'est en cela que nous tenons à les féliciter et leur exprimer en tout cas notre disponibilité à cheminer avec eux pour atteindre leurs objectifs. Le comité des partenaires techniques du projet tire également un bilan satisfaisant. Le projet, oui, s'est très bien déroulé, a été assez conforme aux attentes et aux objectifs initiaux. Un projet fondamental par rapport aux enjeux du développement et de l'éducation chez les enfants. Et on espère pouvoir reconduire et s'aimer ce projet à d'autres écoles et d'autres circonscriptions de l'éducation de base. Fort des résultats obtenus, acteurs et partenaires se promettent de donner suite au projet qui du reste était dans sa phase pilote. Il faut des écoles pour enseigner et éduquer, mais il faut aussi permettre un accès facilité à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. C'est ce que l'ONG Catholic Relief Services, qui vient de lancer un projet dans la commune de Boussouma, dans le San Matenga, a compris. C'est le projet Comilman 3. Présentation avec Jacques Ouedraogo. L'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, c'est l'objectif principal du projet Comilman 3. Lancé ici à Sabtoisen dans la commune de Boussouma, ce projet vise à outiller les populations rurales et surtout les élèves sur les notions d'hygiène pour un changement de comportement. Il sera développé ce que nous appelons l'approche assainissement total pilotée par la communauté, en vue véritablement de conscientiser les communautés et les amener vers des comportements positifs et notamment arrêter la défécation à l'air libre. Voilà. Et pour le 3e volet également, il y aura un renforcement de l'apport du secteur privé à travers des formations des maçons, des tailleurs pour la confection par exemple des serviettes réutilisables dans le domaine de la gestion hygiénique des menstrues. Le projet Comilman est à sa 3e phase et le bilan est satisfaisant dans les phases précédentes au regard des résultats engrangés selon Catholic Relief Services. Des acquis qui ont motivé la mise en place de ce nouveau projet au grand bonheur des communes bénéficiaires. On a voulu prolonger ce projet d'abord parce qu'on était satisfait des acquis qu'on a vus avec les 2 dernières phases, mais aussi on a remarqué qu'il y a toujours des besoins avec les discussions qu'on a eues avec le gouvernement et les autres partenaires ainsi que les communautés. C'est vraiment une satisfaction parce que c'est une réalité, le besoin est là. Et c'est une nécessité absolue parce que de la santé va le bien-être des communautés. Le projet Comilman 3, initié par Catholic Relief Services pour promouvoir l'hygiène au sein des populations, va durer 3 ans. Il concerne les communes de Boussouma et de Ziga. Et à terme, 133 écoles, 87 villages et 13 centres de santé seront touchés par ce projet.
À Dédougou, l'Ocades Caritas organise une journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants dans la région de la Boucle du Moun. C'est à travers le projet de promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton. Le projet travaille à améliorer les revenus des ménages afin que ceux-ci renoncent à utiliser les enfants dans les champs. Dramanso. Les pires formes de travail des enfants sont encore une réalité, surtout dans la production agricole. Le PATEC et les acteurs de la protection de l'enfance mènent le plaidoyer en cette journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Dans les champs de coton, on assiste à quelques pires formes de travail des enfants. Et pour rendre notre coton propre, pour le rendre sain et vendable, on a initié ce projet pour extraire un peu les enfants de ces pires formes de travail-là et améliorer le revenu de ces producteurs-là. Nous ne sommes pas dans l'idée d'arrêter la production du coton, loin de là. Mais nous voulons du coton qui protège les enfants et qui assure leur avenir. Et qui parle de production de coton parle de main-d'œuvre. Et lorsque la main-d'œuvre n'est pas suffisante, on a tendance vite à aller vers l'enfant. Donc pour nous, ce projet en tout cas est le bienvenu. En attirant l'attention sur le travail des enfants, les acteurs de la lutte disent prendre en compte le travail qui contribue à la socialisation de l'enfant de moins de 18 ans. Il ne s'agit pas de soustraire les enfants au travail de socialisation, parce qu'il y a le travail qui contribue à socialiser l'enfant. Tu es né de parents agriculteurs, il faut que tu apprennes en leur compagnie ce que c'est que le travail agricole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais il s'agit plutôt de ce travail qui peut les empêcher de vivre. Le projet de promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton couvre les régions de la Boucle du Moun et des Cascades. Il est mis en œuvre par l'Ocades Caritas en partenariat avec Solidar Suisse et la GIZ. Un mot de culture. Dans ce journal, la Fédération nationale de théâtre burkinabé est désormais membre du bureau burkinabé du droit d'auteur. Elle l'a annoncé ce 10 juin à Ouagadougou au cours d'une rencontre avec les journalistes. Par cette adhésion, les acteurs du théâtre possèdent désormais des droits d'auteur et des droits voisins au BBDA. Vincent Tiendrebego. Désormais, les professionnels du théâtre bénéficieront du droit d'auteur pour la production de leurs œuvres. L'information est ici annoncée par la Fédération nationale du théâtre burkinabé. Pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'à partir de maintenant, avec la complicité du BBDA, il y a des droits d'auteur et des droits voisins pour les hommes et femmes du théâtre. Donc ils peuvent maintenant déclarer leurs œuvres et jouir de ces droits-là et de l'exploitation et de la diffusion de leurs œuvres. Et pour déclarer son œuvre au bureau burkinabé des droits d'auteur, plusieurs critères sont pris en compte. Pour déclarer son œuvre, il faut être producteur de l'œuvre. Mais les producteurs, il y a les producteurs donc professionnels qui font œuvre de commerce, et puis il y a les producteurs qui sont les troupes, les associations, les compagnies de théâtre, et puis vous avez peut-être aussi les commanditaires des spectacles. Et donc là-dessus, il faut déjà que les structures, les associations, les troupes de théâtre aillent vite déclarer, d'abord faire leur demande d'admission, adhérer, afin de déclarer leurs œuvres. Ils auront leur carte de producteur et ils peuvent déclarer autant d'œuvres qu'ils veulent. Et par derrière maintenant, les artistes interprètes qui ont joué dans ces œuvres-là peuvent maintenant aller se déclarer et remplir les fiches de déclaration pour bénéficier des droits voisins dus à l'exploitation de ces œuvres. Les déclarations ont déjà commencé depuis le 1er juin dernier et se poursuivent jusqu'au 15 juin pour ceux qui veulent bénéficier du paiement des droits de leurs œuvres en fin août, début septembre. En football, l'entraîneur Kamou Malo des Étalons cherche toujours ses marques avec l'équipe nationale. Hier, la sélection burkinabé de football n'a pas créé la surprise au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les Étalons se sont inclinés devant la sélection marocaine de football par 0 but contre 1 pour le Maroc. C'est une confrontation pour préparer les éliminatoires africaines au Mondial Qatar 2022. Christelle Dabré. Une équipe remaniée pour s'attaquer aux Lions de l'Atlas dans leur tanière. Seuls 4 du 11 de départ étaient titulaires face à la Côte d'Ivoire le samedi 5 juin dernier. Kamou Malo reste sur sa lancée de rajeunissement devant le Maroc.
Sans forcer ni briller, Lions et Étalons se tiennent en respect au stade du complexe sportif Prince Moulay Abdullah pendant les 45 premières minutes. À la reprise, de nombreux changements et plus d'engagement se constatent de part et d'autre. Les locaux plus dominateurs trouvent la faille sur un coup de pied arrêté. Avec l'aide du poteau, le coup franc de Achraf Haïkimi fait mouche à la 52e minute. Maroc 1, Burkina 0. Malgré des occasions nettes de but, Marocains et Burkinabés se séparent sur le score étriqué d'1-0 pour les Lions. Une deuxième défaite de rang pour les Étalons. Et depuis que j'ai la charge de cette équipe, malheureusement, c'est notre péché mignon. Et tous nos buts que nous avons encaissés, même au cours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'était sur des coups de pied arrêtés, soit sur pénalty. C'est la même chose. Alors bon, nous allons nous évertuer en tout cas à continuer de travailler. Je pense qu'on est à la recherche de l'équipe type. Et j'espère qu'on va résoudre ce problème-là dans les plus brefs délais. Sinon, ça va être des problèmes pour les qualifications. 2 rencontres tests qui permettent à Kamou Malo et aux Étalons de mieux aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dès le 1er septembre, le Burkina croise le Niger avant de défier l'Algérie le 5 septembre prochain. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne reprise pour demain. Au revoir.